Donc, je vous ai montré les URL pour télécharger les docs qui vont être utilisés. Donc, le document qu'on avait démarré avec l'explication sur les objets ancrés, qui va nous servir à étudier notamment la création de titres, de sous-titres et la création d'une table des matières, et puis la numérotation des titres et sous-titres. Puis l'autre document sur lequel on a travaillé sur l'interactivité, notamment on a intégré une vidéo dessus. Donc ça, vous avez téléchargé, et je vais vous montrer ici quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire, mais je vous montre comment ça fonctionne. Je vais aller sur YouTube chercher un code d'intégration HTML d'une vidéo, le mettre sur une page InDesign et faire une exportation HTML au départ de InDesign. Vous n'avez pas le module d'exportation HTML, mais comme ça, vous allez voir qu'il est possible de récupérer un code d'intégration YouTube. Parce qu'on a vu l'autre jour qu'on peut mettre une URL d'une vidéo qu'on a mise sur un serveur. Mais le lien direct vers la vidéo sur YouTube, vous ne l'avez pas. Il faut utiliser le code d'intégration que YouTube vous donne. Et dans un PDF, ça ne marchera pas. Ça marchera pour une exportation HTML parce que c'est typiquement de l'HTML. Autant intégrer une vidéo qui est sur un serveur dans un PDF, ça fonctionne, mais pas du code HTML. Parce qu'un PDF ne peut pas contenir du code HTML. Bon, je vais aller sur la chaîne ici sur laquelle je mets des vidéos. Et il se trouve que tout à l'heure, j'ai mis une vidéo qui dure 8 heures. 13 Go 5, donc ça passe. On peut aller au-delà dans YouTube, on peut aller jusqu'à 12 heures, je pense. C'est d'ailleurs un genre. Il y a des gens qui s'amusent à filmer des aquariums pendant 12 heures et à mettre la vidéo sur YouTube, ou un feu de bois. Bon, mais alors il y a un code d'intégration sur la vidéo. Partager, non c'est dans plus, attendez un peu, partager, oui c'est dans partager, oui c'est ça, partager, et puis intégrer. Et là c'est le code d'intégration, c'est de l'iFrame, donc c'est un vieux système web, mais que YouTube utilise encore. C'est un système qui consiste à mettre sur une page web un bloc au travers duquel je vois un site web. C'est une fenêtre vers un site web, un l'iFrame. Alors, normalement, il n'est pas possible de faire ça à notre époque. Ça n'est plus permis de faire des iframes comme on pouvait le faire au début du web. Il y avait des gens qui s'amusaient à faire des sites web en montrant des morceaux de sites web d'autres personnes grâce aux iframes. Mais ça a été bloqué, sauf si le site hôte, comme YouTube, le permet. Et eux le permettent. Ils permettent qu'on utilise des iframes pour montrer les choses de leur site. Vous voyez, la différence, c'est que je ne mets pas réellement la ressource sur ma page web, je mets juste une fenêtre qui montre une partie d'un autre site web qui est YouTube, et ça n'est plus possible que si le site web le permet. Puisque c'est ça qu'ils fournissent quand on demande de partager, intégrer, c'est qu'ils le permettent. Alors, au niveau de... Oui. Au niveau de l'intégration, en cliquant sur le plus, là on peut choisir la dimension à laquelle on veut le mettre. On peut même indiquer ce qu'on veut et même modifier un peu le code après l'avoir récupéré en changeant les dimensions ici. Ça va marcher. Mais je vais prendre la dimension qu'il propose là, 360 lignes sur 640, qui est la définition de base de YouTube au tout début quand ils ont fait YouTube. C'était en 96, je pense. C'était des vidéos de 360 lignes qui étaient permises. Maintenant, ils sont à 4000 lignes. Il y a plein de vidéos à 4000 lignes, du 4K sur YouTube. Ok, bon, je vais copier le code ici et aller dans InDesign. Pour coller. Donc, sur la page 3, c'est notre vidéo qui pointe vers
à un serveur. Si je vais dans menu fenêtre, objet interactif multimédia, et que je vais voir un peu en sélectionnant ce truc, vidéo à partir d'une URL, on l'avait mis sur un serveur, la vidéo. Bon, ce que je vais faire là, c'est donc différent. C'est un code d'intégration iframe que je vais mettre sur la page 4. Édition, coller. Bon, là voilà. Ça, c'est le code qui a été collé. Je l'ai collé 2 fois, parce que c'était un peu lent, alors j'ai collé 2 fois, je vais supprimer la deuxième fois que j'ai collé. Voilà. Ok. Je vais enregistrer ça. Donc la suite, vous n'allez pas pouvoir le faire, on est d'accord, hein, vous n'avez pas la possibilité d'exporter ça. Si j'exporte ça dans un PDF, ça va foirer. Je vais essayer. Fichier PDF, PDF interactif. Et je vais enregistrer ça. Je suis à la version 21 en fait. Voilà. Je vais exporter la page 4. Voilà le PDF avec la page 4 qui me montre ça. Aucun intérêt. Donc dans un PDF, l'intégration de code YouTube ne marche pas. Par contre, si j'exporte en HTML, fichier export HTML5 que vous n'avez pas, parce que c'est un module qui s'ajoute, il y a des chances que le dossier qui va être fait va fonctionner. Alors, je vais limiter peut-être à la page 4. Ok. Le voilà. Donc, il est bien 11h59 et c'est mon dossier de 11h59 qui contient ma page d'accueil qui est directement liée à une page ici avec des ressources. Bon, ben on va voir ce que ça dit quand je lis la page d'accueil dans Firefox par exemple. Voilà. Donc on dirait que ça marche. Hein. Sur ma page 4 ici, j'ai mon code YouTube qui fonctionne. J'ai ma vidéo qui dure 8 heures et je peux me balader de l'une à l'autre de ces moments de la vidéo. Bon, c'est comme ça. Hein. On sait mettre de l'HTML dans des pages InDesign, mais on ne sait pas sortir ça dans du PDF. Il faut sortir ça dans de l'HTML. Vous avez vu que techniquement ça fonctionne. Bien. Alors, je vous montre un truc un peu plus surprenant. Dans le menu fenêtre ici, j'ai le panneau Overlays qui propose plein de possibilités de faire de l'interactivité dans InDesign. Menu fenêtre, Overlays, sauf qu'il n'y est pas, parce que je suis dans la version française de InDesign. Alors ce que je vais faire ici, c'est quitter InDesign. Je l'ai installé précédemment en plusieurs langues, y compris l'anglais, donc je vais aller dans mes préférences système, dire que maintenant je voudrais que mon système d'exploitation qui est en français, mais il va devenir anglais. Donc je change ça. Nous, on l'a disponible en français. Donc vous l'avez d'office dans la version 2015 sur Windows, c'est parfait. Bon, mais moi je vous montre ici que je vais changer la langue. Donc quand je ferme les préférences, il me dit qu'il faut redémarrer pour que la nouvelle langue soit prise en compte, chose que je ne fais pas. Par contre, je vais tuer le Finder. Command Alt Escape. Je vais le redémarrer. Et il sera en anglais. Donc c'est aussi simple que ça. S'il veut bien. Voilà, il est en anglais maintenant.
Donc vous voyez, il ne faut pas croire toutes les bêtises qu'on vous dit, qu'il faut redémarrer pour que le système soit en anglais. On peut aussi le terminer, hein, et ça marche. Quand on le relance, il reprend la bonne langue. Alors, est-ce que j'étais dans cette version-là? Non, j'étais pas dans cette version-là. J'étais dans la version 2015, je pense. Et là, je devrais avoir le panneau overlay avec toutes les interactivités qui, normalement, servent pour faire des magazines numériques, ce qu'on appelle le DPS, Digital Publishing Suite. Mais ça sert également quand on fait des livres interactifs et de l'HTML exporté au départ de InDesign. Voilà, donc dans le menu Windows, menu fenêtre, Windows, j'ai les overlays ici, avec toutes les possibilités de gérer les hyperliens, des slideshows, des séquences d'images. Quand on passe avec le doigt sur une image, c'est plein d'images qui défilent dans un sens ou l'autre. Mettre de l'audio, de la vidéo, du contenu web. Donc ça pourrait être des pages HTML intégrées dans InDesign et réexportées en HTML. Ou de l'animation qui vient de Edge Animate. J'ai plein de vidéos qui vous expliquent ça si ça vous intéresse, comment utiliser ce panneau. Du texte déroulant. Une partie du texte apparaît, quand on passe avec le doigt ou qu'on utilise des boutons sur le côté, ça fait défiler un long texte. Voilà, c'est le genre de choses qui peut être faite, mais pas exportée en PDF, uniquement en HTML. Alors quand on fait un export DPS ou livre numérique, c'est de l'HTML. C'est de l'HTML, mais encapsulé, particulier. Et quand on fait l'export HTML, c'est de l'HTML. Voilà, donc il est possible de faire plein de choses. Dès qu'un élément est sélectionné, on a la possibilité d'aller mettre des choses dedans. Bon, sinon il y a certaines choses qui ne s'enclenchent que quand on sélectionne plusieurs images. Enfin, il faut savoir que ça existe. InDesign, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sert pas qu'à faire du fixe pour imprimer. Ça sert aussi à faire de l'interactif. Et de l'interactif qui peut aller assez loin quand même. Au niveau de la narration et de ce qu'on peut faire, ça peut être pas mal. Alors, retour au PDF interactif, je vous montre quelque chose, et puis ça, vous ne saurez pas le faire non plus, parce que ça suppose que vous ayez un espace serveur, mais je ne vais pas prendre cette version-là. Mais donc, vous allez voir qu'il est possible de faire quelque chose d'assez amusant dans le PDF interactif, c'est-à-dire mettre une image qui va changer d'une fois à l'autre que l'utilisateur va ouvrir son PDF. Il y a une ou plusieurs images qui peuvent changer. Et ça, c'est intéressant si vous voulez mettre des informations sur des événements. Donc là, je suis dans Photoshop. Le temps qui se lance. Voilà. Je vais faire une bannière ici, nouveau document, et en pixels, je vais indiquer par exemple 1000 pixels de large et 200 de haut. C'est une bannière web, en quelque sorte. Et je vais taper du texte ici. Je vous montre, hein, donc ça vous ne faites pas. Voilà. Grand rassemblement le 24 avril 2015. J'ai enregistré le document sur le disque dur, le document Photoshop. Et là, je vais dans la palette Montage, menu Fenêtre, Montage. Bon, ceci dit, on l'a aussi à un autre endroit, ce que je cherche dans Fichier,
Dans Fichier exportation, ce que je cherche, c'est le rendu vidéo de toute façon. C'est pour faire une vidéo au départ de mon image. Mais bon, mon image ne contient pas de choses animées, c'est une image fixe. C'est ça l'astuce, vous allez voir. Donc, je fais un rendu vidéo. En MP4. Photoshop fait appel à Adobe Media Encoder à ce moment-là. Donc, c'est du Adobe Media Encoder, mais présenté dans Photoshop. D'ailleurs, on le voit ici. Adobe Media Encoder. Donc, du MP4, c'est du H264. C'est ça. Et je vais l'enregistrer. Voilà, rendu. Ok, ça doit être fait. Je vais aller voir dans le dossier. Voilà la bannière. Donc là, j'ai mon document qui contient le document Photoshop, là. Et j'ai la bannière en MP4. Je vais double-cliquer sur elle pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une séquence vidéo comme ça, fixe. Je vais renommer un peu pour que le nom soit compatible web, c'est-à-dire pas d'espace, pas d'accent, pas de numéro qui commence le nom, pas plus de 32 caractères pour bien faire. Voilà, j'ai juste renommé un peu ma bannière. Et je vais aller dans un logiciel FTP pour envoyer vers un serveur à moi, envoyer la vidéo. Voilà, j'envoie la vidéo, elle y est, elle est là, sur le serveur. Non IP, elle est utilisable directement. Bien, maintenant qu'elle est sur le serveur, je vais me renseigner sur quel est son URL. Donc je vais tester l'URL pour vérifier que je suis bon au niveau de l'URL dans un navigateur web. Donc ça doit être du HTTP, c'est obligatoire de le mettre. 3 fois W, voilà. Ok, ça marche. Là, je suis dans un navigateur web, j'ai tapé l'URL de la vidéo que je viens de mettre sur le serveur et on la voit. Super. Et maintenant, je vais faire un PDF qui utilise cette vidéo en l'intégrant, mais relié au serveur. Donc, dans InDesign, et évidemment, j'ai InDesign en anglais maintenant. Il va falloir que je change ça. Ok, donc dans InDesign, je fais un document PDF dans lequel je vais mettre une vidéo. Voyons un peu. Menu Window, interactive. Et alors, le média, voilà, dans la version anglaise. Puis, il va falloir que je fasse un bloc quand même pour mettre la chose dedans. Ok, j'ai fait un bloc et puis je choisis Video from URL et je tape l'URL. Ok. Et là, il l'a trouvé. Super. Bon, elle fonctionnera que sur un format, vu sa dimension, que sur un format horizontal. Chose que je change ici, là, tout de suite. Pour changer le format, il faudra la traiter dans Media Encoder pour la faire plus petite ou c'est malin. Ou la régénérer au départ de Photoshop. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. J'ai dû agrandir à 35 cm de large, mais c'est pas grave. Et alors, j'exporte le PDF interactif. Donc on peut avoir n'importe quoi d'autre dans le document, bien sûr.
Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. J'exporte en PDF interactif. Voilà le PDF interactif qui arrive. Ça, vous le diffusez aux gens. Et à un certain moment, vous allez pouvoir changer à distance le texte. Simplement en mettant à jour la vidéo sur le serveur, c'est tout à fait logique. Donc les gens ont un PDF chez eux, d'une fois à l'autre quand ils l'ouvrent, ils ne voient pas nécessairement la même chose. On va faire le test. Je vais dans Photoshop. Je vais changer la date. Cette fois-ci, ça va être le 15 septembre. Je vais raccourcir, 15 septembre 2017. Nouvelle date. On est d'accord ? J'enregistre le document Photoshop. Je fais le rendu vidéo. Je vais voir la vidéo. Elle est là. Je teste. Bon, la voilà. On est d'accord ? Vidéo différente. Il suffit que je la renvoie sur le serveur avec le même nom que ce qu'elle avait avant, bien sûr, parce que le document PDF fait référence à ce nom-là de vidéo. Si j'envoie la vidéo avec son nouveau nom, quand j'ouvre le PDF, ça ne va pas se mettre à jour. Mais si je lui donne le même nom que la vidéo qui est déjà sur le serveur et que je remplace cette vidéo qui est sur le serveur, normalement, quand j'ouvre le PDF, ça devrait me montrer la nouvelle vidéo, sans avoir rien changé dans le PDF, c'est ça l'astuce. Ok, je remplace. Le serveur m'a dit qu'il faut que je remplace la vidéo, voilà. Alors, on va tester. Quand on ouvre le document PDF et qu'on clique sur la bannière, c'est la bannière qui a été ajoutée, la version modifiée qui arrive en fait. Donc le seul truc que j'ai oublié, c'est que dans mon document InDesign, j'aurais dû pour la vidéo dire qu'elle se lit automatiquement quand on arrive sur la page. Et à ce moment-là, c'est la bonne bannière qui apparaîtra d'office. Donc dans InDesign, il va falloir penser à ça, c'est que c'est important, sinon la mise à jour ne se fera que quand les gens vont cliquer sur la bannière et ils ne vont pas le faire forcément. Donc vous voyez qu'il faut penser à tout en fait. Des petits détails comptent. Donc c'est pour ça que je vais réouvrir le document et enclencher la lecture de la vidéo, enfin de la vidéo entre guillemets, au moment où j'ouvre le document. Voilà. Donc en sélectionnant le bloc, dans le panneau média, je dois cocher ça, lire au chargement de la page, play on page load. Voilà. Évidemment, là, je dois recommencer un PDF. Donc ça veut dire que si j'ai envoyé un PDF dans lequel c'est pas dedans, c'est foutu. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des tests avant de diffuser, évidemment. N'allez pas trop vite pour diffuser un truc. Voilà, là ça marche. Je viens de recharger le PDF. Ça marche, pas de problème. L'événement est bon. C'était juste ça en fait le problème. C'était pas une question de cache comme j'avais dit dans le lecteur PDF. C'était juste qu'il fallait demander la lecture de la vidéo au chargement de la page. Donc c'est intéressant. Vous pouvez diffuser
un portfolio par exemple, avec des images, un thème par page, avec plusieurs images sur la page, et votre PDF va se mettre à jour si vous remettez à jour les images sur le serveur, tant que vous gardez le même nom aux images évidemment. C'est ça juste l'ennui, mais comme les noms n'apparaissent pas de toute façon dans le PDF, les gens ne savent pas quel est le nom qui est donné à l'image. Alors, pour faire du magazine interactif, il y a Aquafadas, qui est une suite qui s'ajoute à InDesign, qui va ajouter plein de palettes pour faire de l'interactivité, un peu comme le panneau Overlays de Adobe, mais en allant plus loin. Aquafadas, voilà. Donc c'est, comme on le dit ici, c'est français, Montpellier, et ça fait partie du groupe Rakuten, qui est un énorme groupe japonais. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez télécharger le plugin et l'installer dans InDesign. C'est gratuit. Et vous allez pouvoir vous former à ça gratuitement. Quand est-ce qu'on paye? C'est quand on diffuse de magazines sur les serveurs. Et là, il y a différents prix suivant qu'on veut un magazine simple qu'on met à jour tous les mois. Par exemple, il est remplacé par un autre. Ou alors un système qu'on appelle le kiosque, où les magazines anciens restent accessibles et les nouveaux s'ajoutent. Donc c'est des prix différents. Typiquement, c'est comme ça que ça marche aussi chez Adobe, le DPS, les serveurs DPS de Adobe. Il y a les deux possibilités, un magazine qui évolue, il y a un seul numéro mais qui évolue au fil du temps, qui est remplacé, oui, on remplace les infos dedans, ou alors le système de kiosque. Bon, ça c'est intéressant pour des grosses boîtes qui veulent faire des applications pour tablette, smartphone, et c'est fait avec InDesign, donc ça a un certain look, une certaine qualité typographique. Alors ce n'est pas le seul système qui existe. Le DPS de Adobe est assez mal vu depuis 2 ans, depuis la version 2015, parce qu'ils ont augmenté leur prix énormément. Et je vous ai dit, il faut la version entreprise de la Creative Suite pour avoir les outils qui permettent de faire de la publication magazine. Donc vous avez Twixel Publisher, qui est une alternative également, qui va également ajouter des palettes à InDesign pour faire, je vous montre ici, pour faire de l'interactivité. Et c'est un peu le même principe aussi, on paye quand on publie réellement, quand on diffuse sur les serveurs, pour que les gens puissent télécharger l'application sur leur tablette, leur smartphone. Ok. Twixel. Sinon, en voilà un qui s'appelle Mac+. Origami Engine. Mais ceux-là, je ne les connais pas. Les plus connus, c'est quand même Aquafadas et Twixel. Ok. Et l'export HTML5 avec In5 propose également sa propre collaboration avec un éditeur de magazines en ligne, un système d'édition de magazines en ligne qui s'appelle Baker Framework. Bon, je dirais qu'il y en a une petite douzaine qui existent, de possibilités de faire du magazine interactif en ligne au départ de InDesign. Donc voilà, j'ai les 4 images ici que j'ai renommées pour décrire ce que ça représente. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc dans InDesign, je vais ouvrir la dernière version de mon document sur les objets ancrés. C'est là qu'il faut avoir de l'ordre.
Et n'hésitez pas, faites un affichage par liste dans Windows, faites un affichage détail. Parce que les affichages par icône, c'est sympa, mais à un certain moment, ça prouve ses limites. D'accord? Donc les listes, c'est bien. Et vous remarquez que chez moi, j'utilise même pas le bureau derrière. J'ai désactivé l'affichage des icônes sur mon ordi. Et le bureau, je l'utilise par liste aussi comme ça. Sinon, c'est ingérable. Bon. Ok. Alors, chez moi, quand j'essaie d'ouvrir... Ah oui, mais chez vous, ça va parce que vous avez pris mon dossier d'assemblage. Là, je suis passé dans CC 2015 et j'ai essayé d'ouvrir un document de CC 2017. Et donc, quand j'essaie d'ouvrir, il me dit, tiens, impossible d'ouvrir parce qu'il a été créé à l'aide d'une version plus récente. Donc, normalement, je devrais ouvrir dans 2015 un IDML qui a été créé au départ de 2017. On est d'accord, c'est ce que vous faites. Vous avez dû ouvrir mon IDML parce que le INDD ne fonctionnait pas. Mais ici, il y a une nouvelle fonction qui permet de convertir à l'ouverture. Donc, on peut choisir ça aussi. Mais vous ne l'avez pas, je pense, cette fonction-là. Ça ne vous a pas proposé. Ça doit être parce que 2017 n'est pas installé chez vous. Voilà, et tout de suite après, il me propose de l'enregistrer en INDD, donc compatible 2015. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement. C'est une question de compatibilité et de rétrocompatibilité, en fait. Bon, alors peu importe. Alors, dans mon document, je vais aller sur une page vide. Donc, visiblement ici, la page 20 chez moi est une page de gauche vide. Et je vais aller importer les 4 images. Quel est l'idiot qui a écrit ça? Chasse Magazine, édition spéciale Versailles. Vous C'était censé être un magazine sur la plomberie, Chasse Magazine. Et qu'est-ce que Versailles vient faire là-dedans? Alors, voyons, dans la palette des calques, est-ce qu'on a un calque pour les images flottantes? Oui, j'ai un calque pour les images flottantes, donc je vais verrouiller tous les autres. Alt-clic sur l'endroit du verrou de l'image flottante. Alt-clic, ça verrouille tous les autres. Donc je vais amener des images flottantes. Elles ne sont pas attachées au texte. C'est des images flottantes, donc je les mets sur le calque image flottante, ça paraît logique. Alors, Open Your Eyes. Je viens de passer en aperçu pour me débarrasser des constructions visibles sur la page. D'accord? Je vous montre, importer. Je vais importer les 4 images. Évidemment, il faut qu'elles soient l'une à côté de l'autre, c'est plus facile. Clic, majuscule, clic. Je les importe toutes les 4 d'un coup. Ne faites rien, regardez. Et je vais tracer sur la page. Et avec les flèches haut et bas, je vais faire le nombre de rangées de colonnes que je veux. Donc 2 colonnes de rangées. Les flèches haut et bas sur le clavier. Ça, vous connaissez. Par contre, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est ceci. Faire varier l'espacement entre les rangées ou entre les colonnes. Alors, honnêtement, c'est fort chipot. Pendant que j'ai le bouton de la souris toujours enfoncé, je dois utiliser la touche CTRL et les flèches au clavier, les flèches haut, bas, gauche, droite, pour faire varier les gouttières. Franchement, sachez que ça existe, mais n'utilisez pas ça. Utilisez plutôt l'alignement après. Vous avez vu l'espacement d'objets par la palette alignement. Vous avez aussi un script qui peut couper un bloc en plusieurs autres et vous obtenir la même chose. Donc, comme vous avez sans doute remarqué, vu que vous n'avez pas 3 bras, hein, vous avez un des bras qui est en train de, avec au bout du bras une main et au bout de la main un doigt, qui est en train d'appuyer sur la souris. Ben, vous n'avez plus qu'une main libre. Donc vous utilisez la touche CTRL de droite.
sur le clavier. Et les flèches au clavier. Si vous avez une toute petite main, vous êtes toujours dans la mouise. Bon, c'est pas très grave. Je lâche le bouton la souris. Voilà les images qui arrivent. Donc, c'est des grilles d'images. Donc, il est possible de faire varier les gouttières à l'importation, mais c'est vraiment chipot. Vous savez qu'on a la palette alignement, menu fenêtre, objet, mise en page, alignement, qui va vous permettre de gérer l'alignement une fois que les blocs sont faits. Comment? On indique ici ce qu'on veut, avec l'option ici, utiliser l'espace, et on détermine. Ah oui, sauf que là, ça ne marche pas, c'est très intéressant. Je devais vous en parler, et bien voilà, ça va venir. Ok, faites vos 4 images et on va gérer les espacements entre les images grâce à la palette alignement. Bon, si vous dites que le calque actif est masqué ou verrouillé, il faut vérifier comment est votre calque ici. Il faut qu'il ne soit pas verrouillé, il faut qu'il soit affiché. C'est les autres qui sont verrouillés. Ben oui. Sinon, il vous dit qu'il ne sait pas importer les images dessus, évidemment. Donc, vous avez importé 4 images qui sont dans des blocs égaux. C'est une grille qu'on a faite à l'importation. Vous allez dans la palette alignement, menu fenêtre, objet et mise en page alignement. Et lorsque vous cochez utiliser l'espacement, vous indiquez un espacement ici autre que 0 et vous dites que vous voulez cet espacement-là entre les images. Voilà ce qui se passe. Il fait exactement ce que vous demandez, il met 4 mm entre chaque image. J'annule. Si je fais l'autre, celui-là, il fait aussi exactement la même chose, il met 4 mm entre chaque image. Bon, vous avez compris ce qu'il faut faire pour que ça marche? Parce que là, ça ne marche pas. Hein. Bon, pour que ça marche, il faut grouper. Je sélectionne les 2 images là, CTRL-G, les 2 images là, CTRL-G, je sélectionne les 2 groupes et je vais faire l'espacement entre les groupes. Voilà. Je règle l'espacement comme je veux là, par exemple 14 mm, je demande l'espacement entre les 2 et ça marche là. Donc, il faut faire des groupes. Ben oui. Et puis dégrouper. Alors pour dégrouper, le raccourci c'est majuscule CTRL-G. Majuscule CTRL-G, c'est dégroupé. Je me groupe maintenant les 2 du dessus, CTRL-G. Les 2 du dessous, CTRL-G. Je sélectionne les 2, je règle l'espacement entre les rangées cette fois-ci. Ben oui, c'est un peu chipot, mais c'est comme ça. Ça, mettez ça dans un coin de votre tête, quand vous devrez faire de l'alignement, ça va vous servir. Donc, je remonte. Pour gérer l'espacement, d'abord, je vais dégrouper, là. CTRL majuscule G. Puis, faire le groupement de ces 2-là, CTRL G, le groupement de ces 2-là, CTRL G, je sélectionne les 2, et je peux donc gérer l'espacement entre les colonnes. Par exemple, je mets 5, et je gère l'espacement entre les colonnes. Bon, maintenant, si tu veux sélectionner les rangées, il faut surtout pas grouper ces 2 choses-là. Tu vas grouper des groupes. Il faut d'abord les dégrouper. CTRL majuscule G, tout est dégroupé. Je sélectionne les 2 du dessus, CTRL G, les 2 du dessous, CTRL G. Je sélectionne les 2 groupes et je peux gérer l'espacement entre les 2. Ben oui, c'est chipot, il faut dégrouper avant de regrouper différemment. Alors, sauvegarder le document, dégrouper les images, ce sera plus facile si elles sont dégroupées. D'accord, CTRL majuscule G pour dégrouper quand vous les avez sélectionnées, donc elles sont toutes les 4 indépendantes. On va faire en sorte qu'elles remplissent le bloc, c'est donc objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. On peut double-cliquer sur l'une d'elles pour... je vais changer la couleur parce que c'est foireux. La couleur que j'ai. Ok. On peut double-cliquer sur l'une d'elles pour agrandir, bouger, enfin vous savez les trucs habituels. Mais... voilà, vous avez vos images qui ont rempli le bloc, c'est parfait. Et on va demander de faire sous les images une légende. Alors,
sélectionner une des images. Vous allez dans Objet, légende, Format des légendes. Donc vous voyez ce que c'est une légende, c'est quelque chose qui se met sous l'image qui indique de quoi il s'agit, typiquement. Objet, légende, format des légendes. Et là, vous voyez tout ce qui peut servir à générer du texte sous l'image. C'est dans les métadonnées, la liste ici. Donc vous avez le nom du fichier. Vous avez la possibilité d'utiliser plein de choses ici. L'obturateur, la vitesse ISO, tout ça, c'est l'appareil photo qui met ça dans les images en fait. Les bons appareils photo mettent ces métadonnées là dans le fichier des images qu'ils créent. Ce qui pourrait être intéressant, c'est la date de la capture, la date à laquelle la photo a été faite. Je suis en train de passer en revue les choses qui pourraient être intéressantes à mettre sous les images, mais ici on va utiliser que le nom en fait, finalement. Donc date de capture, on a vu. Description, c'est quelque chose qui se trouve dans la partie info des métadonnées. Vous pourriez avoir quelqu'un qui fait du secrétariat, qui ouvre pour vous les images dans Photoshop et qui va dans le menu fichier info et qui va mettre des infos, même tout un paragraphe. Juste le nom comme ça. Ok, donc, objet légende, générer une légende dynamique. Je sélectionne le bloc de légende. J'indique style de caractère 100. Je formate avec la palette caractères. Voilà. Et je dis à quoi ça doit ressembler. Si je veux que ça se décale un peu vers la droite, je dois indiquer ici un décalage dans la palette paragraphe, un décalage vers la droite. Je peux même aligner à droite et décaler vers la gauche. Bon, c'est vous qui voyez où centrer. C'est vous qui choisissez à quoi devront ressembler les légendes. Ça va ? Voilà, bon, j'ai fait 2 versions de la légende ici. Il faut que je décide laquelle est la bonne. Donc j'ai bien affaire à des groupes. Ils s'affichent bizarrement, mais c'est des groupes. Il faut que je descende sur le bloc de la légende qui m'intéresse avec le petit ici trident. Vous savez comment ça fonctionne, hein ? D'abord descendre avec le trident, puis passer en revue les objets là. Descendre ici, puis passer en revue les objets. Donc c'est mon bloc légende qui est sélectionné. Je vais faire un style de paragraphe avec. Nouveau style de paragraphe. Légende sous les images par exemple. Ok. Voilà, il est là. Le style de paragraphe, légende sous les images. Nickel, c'est bien ça. Bon, je vais sélectionner les 2 images en dessous. Et demander de faire une légende, et ça devrait être automatisé maintenant. Je pourrais le faire sur plein d'images. Objet, légende, générer une légende dynamique. Non, en fait, dans la palette style de caractère, avant de demander de faire les légendes, tout bêtement, il faut désactiver le style espace négatif pour la lettrine, il faut mettre en 100, tout simplement. Dans la palette style de caractère, avant de demander de faire les légendes, vous mettez en 100. Et comme ça, quand vous sélectionnez les blocs et vous demandez de faire la légende dynamique, il ne prend pas le style de caractère tout bêtement. Donc là, il m'a fait 2 blocs. Bon, finalement, il vous fait ce qu'il faut, sauf que il n'utilise pas le style de paragraphe qu'on a mis au point. Donc, annulez ça, allez dans les formats de légende, indiquez que le style de paragraphe va être légende sous les images. OK. Et là, normalement, si je demande de faire des légendes dynamiques, oui, il prend bien le bon style. Ben oui.
Ok, 3 images qui ont été sauvegardées. Je vais les amener rapidement sur l'autre page. Fichier importé. Avec le système que j'ai vu tout à l'heure, mais je fais cette fois-ci une colonne comme ça, voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, légende, générer une légende dynamique. Et voilà, ça marche. Très rapidement, j'ai le nom de l'image qui est en dessous. Bon, ça prend du temps à mettre au point. C'est un peu chipot à mettre au point, mais une fois que c'est mis au point, ça marche. Et il a fait, comme demandé, des groupes. Il y a des groupes. Le bloc de la légende est groupé avec l'image. Bon, ce genre de choses est intéressant quand vous avez énormément d'images. Si vous avez plus que 20 images, ça va commencer à devenir intéressant d'utiliser tous ces automatismes. Typiquement, pour faire un catalogue, il va falloir faire un rechercher et remplacer. Alors on y va. Édition, rechercher, remplacer. Rechercher.jpg, remplacer par rien dans le document et se limiter à quel format. Je clique ici. Se limiter au style de paragraphe, légende sous les images. Donc en cliquant ici, je dis que la recherche se restreint à ce style de paragraphe-là. Très intéressant, c'est quelque chose qui va vraiment être utile. On va faire une recherche qui n'agit que sur un certain style de paragraphe. Ok. Bon, il faut tester en faisant des légendes non dynamiques. Je vais recharger mes images et faire des légendes statiques sur elles. Et je fais le test, vous allez voir ça. Ok, donc les 3 images sont là. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, légende, générer une légende statique. Ensuite, édition, rechercher, remplacer. Je remplace le JPEG par, voilà, dans légende sous les images. Voilà, tout remplacer. Ah, il les a trouvés. Oui, il faut faire des légendes statiques pour que le rechercher, remplacer fonctionne. Mais ça paraît logique en fait. Donc, bien vu. Il y en a une 3e qui n'a pas trouvé parce que c'est du PNG en fait. Ah oui, il va falloir le faire aussi pour le PNG. Donc, .png. Donc, de toute façon, c'est logique. Si on fait du rechercher-remplacer pour modifier les noms des fichiers, il faut que ce soit une légende statique, il ne faut pas que ce soit lié au fichier sur le disque dur. Voilà, il a enlevé aussi donc l'extension là. Donc ça répond à la question que tu voulais, ça t'ennuyait qu'on voit le nom, l'extension du fichier. C'est tout à fait logique. Donc voilà, il faut faire une légende statique. Essayez avec une légende statique alors. Mais voilà, pour les légendes, je pense que c'est tout, si ce n'est que, bien sûr, en n'ayant rien qui est sélectionné, en allant modifier le style de paragraphe légende sous les images, vous allez pouvoir changer plein de choses au niveau de l'aspect, notamment la couleur. Case aperçu coché, voilà, je change la couleur de toutes les légendes, sauf celle-là parce que c'est celle qui m'a servi à faire le style. Elle n'utilise pas le style. Mais les autres, ça marche. Donc couleur, type de police. Approche. Etc. Le corps, mais attention, le corps, si vous faites trop grand, ça sort du bloc. On n'a pas prévu un bloc assez grand. En fait, si vous voulez pouvoir modifier le corps de la légende par la suite, il faudra dès le départ choisir un corps de police très grand et pour pouvoir le diminuer. Mais l'augmenter ne sera pas possible parce que ça sort du bloc de la légende. C'est logique. L'alignement à droite. Voilà, elles sont à droite. Les décaler un peu vers la gauche, c'est le retrait à droite ici. Voilà.
Parce qu'avec le dynamique, ça ne marchait pas le rechercher remplacer. Bon, bah c'est pas mal du tout. Vous auriez des centaines d'images importées dans InDesign. C'est pas mal. Et pour faire des centaines d'images dans InDesign, il y a un script qui s'appelle Image Catalog, qu'on pourra tester après. Je sens qu'il y en a qui pourraient être intéressés. Qui sert justement à faire automatiquement des catalogues d'images dans InDesign. Où est-ce qu'il est? Image Catalog, voilà. D'accord? Bon. Ça, ce sera pour après. Parce que maintenant, on va faire des crédits photos. C'est une table des matières particulière pour les crédits photos, mais qui vont indiquer juste ici le nom des photos et sur quelle page elles se trouvent. Bon. Vous allez sur la page 2, par exemple, où on a notre chien qui danse la polka russe ou je ne sais quoi. Comment ça s'appelle, cette danse russe? C'est pas polka du tout. C'est pas polka du tout? Non. Alors, rien n'est sélectionné. Vous allez dans Édition, dans Page, Table des matières. Vous allez dans Page, Table des matières. Ça commence. Alors, je vais faire une table des matières qui va reprendre toutes les légendes qui sont sous les images. Alors, dans InDesign, il est possible de faire plusieurs tables des matières, mais il faut qu'elles utilisent un style différent. Et pour l'instant, c'est le style par défaut. Vous voyez, si je fais une table des matières en utilisant le style par défaut et puis qu'après j'essaie de faire une table des matières qui me liste les titres et les sous-titres du document, ça va foirer. Sauf qu'il faut enregistrer le style en fait. Donc j'enregistre le style. Oui, il faut d'abord faire quelque chose ici avant de pouvoir enregistrer le style. Donc on va d'abord mettre au point la table des matières ici. Donc quels sont les styles de paragraphes qui vont servir, qui vont être inclus dans la table des matières? Ben, ça va être le style légende sous les images. Vous cliquez sur Ajouter ici. Donc en faisant ça, en sélectionnant le nom de style de paragraphe qui s'appelle Légende sous les images et en cliquant sur Ajouter, vous indiquez ce qui va servir à faire la table des matières en fait. Alors, dans ce cas-ci, les entrées, les différents noms d'images dans la table des matières vont utiliser le même style, Légende sous les images. Mais vous allez voir qu'après, si vous choisissez ça, quand on fera l'autre grosse table des matières, ça va complètement faire foirer les choses. Ça. Mais donc, dans ce cas-ci, je pense qu'on peut utiliser le même style de paragraphe. Alors, vous allez demander d'avoir plus d'options. Et dans les options supplémentaires, vous avez une option qui s'appelle Continue. Et vous cochez cette option Continue. À quoi ça correspond, vous allez voir après. Bon, ben là, maintenant qu'on a mis au point les choses, on va pouvoir enregistrer le style et dire que c'est les crédits photos. Voilà, il veut bien. Je clique sur Enregistrer le style et j'indique que c'est la table des matières, TDM, crédit photo. OK. Vous avez ça? Pas de problème? Vous avez ajouté le style légende sous les images. Vous avez coché l'option Continue, que vous avez fait apparaître en cliquant sur plus d'options. Le numéro de la page va être après l'entrée. On va indiquer ici 2 points, page, voilà, espace. Donc ça, c'est ce qui sera avant le numéro. 2 points, page et un espace. Même entre les 2 points et page, il n'y a pas d'espace.
On pourrait mettre un espace ici aussi, voire même un espace insécable s'il veut bien aller nous le prendre. Oui, espace insécable. Ah oui, on pourrait même mettre un espace insécable après le mot-page, comme ça le numéro ne sera jamais sur une ligne suivante. Donc un espace qui ne peut pas être coupé. Ok? C'est pas vraiment des crédits photo parce que c'est pas l'auteur qui est indiqué dans les légendes, mais c'est pas grave. Bien, donc je clique sur OK. Et voilà la table des matières, je la trace. La voilà. Et bien ça marche. Oui, pour ce qui est de la question sur le texte annexé, répondez oui. Et donc voilà, c'est une table des matières avec les crédits photos. Bon, on a très peu d'images, mais si vous aviez 500 images, vous auriez une table des matières qui fait toute une page. Et vous avez vu qu'il y a la possibilité de la mettre par ordre alphabétique, c'était une des options, si nécessaire. Alors, quel est le style de paragraphe qui est appliqué là-dessus? Ben oui, on avait dit, hein, c'est le style de paragraphe le même que celui qui est sous les images. C'est le style de paragraphe légende sous les images. Ok, ben donc ça fait ce que ça doit faire. Ça indique ancienne gravure de dragon.jpg, page 20. Page 20. Voilà. Donc ça marche chez vous aussi. Oui. On n'avait pas encore fait le rechercher remplacer ici, donc il a pris les points JPEG. Ce sont des légendes dynamiques, je parie ceci. Ce sont encore des légendes dynamiques et c'est pour ça que ça ne marche pas. Le rechercher et remplacer ne marche pas sur ces trois-là. Bon, ça fait vraiment partie des plus dans InDesign. Si vous connaissez ça, si vous savez que ça existe, si vous arrivez à le refaire, quitte à tester un peu, c'est génial parce que ça automatise vraiment. Quand vous faites des catalogues, ça automatise des choses. Et on aime bien automatiser les choses.